That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning ce matin. Dans la rubrique de Mosley, on reçoit l'administrateur général de la zone économique spéciale, monsieur Igor Simard, dans le studio du Réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haut de la capitale, pour invitation de Mosley. C'est ça, Mosley? Oui, effectivement, nous recevons monsieur Igor Simard, qui est l'administrateur général de l'autorité administrative de la zone économique spéciale d'Angkok. On va y arriver. Voilà. Monsieur Igor Simard, qui est originaire de la province de Logoué-Vindo, c'est ça? Affirmatif. Voilà, vous avez un nom gabonais, Anyambie. Nyambie. Nyambie, c'est pas Anyambie, c'est Nyambie. C'est Nyambie. Voilà. C'est Dieu, non? Nyambie, ouais, dans certaines Toi qui as fait le C'est bon pas, Dieu. Dieu, c'est pas Anyambie? Anyambie, c'est chez les Mienais. Nyambie, c'est chez les Mienais. Nyambie, ça peut... Mais c'est même pas Parce qu'il y a Anyambie, une c'est chanson- l'exclamation pour dire « Ah, mon Dieu ». Oui, il y a une chanson de Troy qui fait partie des BGMFK où il chante Anyambie, 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 Anyambie. Ça veut dire Vous Dieu, comprenez? oui, en Voilà. omienais. D'accord. Mais ça peut être une variante. Ok. Voilà. Alors, on va commencer par quoi? Alors aujourd'hui, nous on l'a invité pour parler évidemment de la situation de la zone économique spéciale d'Angkok, mais également revenir sur l'actualité. Vous savez que la zone économique spéciale d'Angkok a été sous le feu des médias récemment, notamment avec les interventions des travailleurs ou encore de tout ce qui a tourné autour de la condition des travailleurs en Angkok. Et nous, on a voulu discuter de cela avec lui, mais également parler de la zone économique spéciale aujourd'hui et quelles sont certainement les perspectives qui pourraient faire en sorte que cette zone devienne beaucoup plus attractive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Monsieur Igor Simard, comment se porte la zone économique spéciale d'Angkok? Merci d'abord pour m'inviter, Didier. Pour répondre à votre question, la zone économique se porte plutôt très bien. Se porte très très bien. On a aujourd'hui une zone qui a 70 entreprises en production. Rappelez-vous dans quel climat ou dans quel contexte la zone a été créée. C'est un contexte d'incrédulité. Beaucoup de gens, effectivement, quand les travaux ont été lancés, se rendaient sur le site et ne comprenaient pas quelle était la finalité. Aujourd'hui, nous avons des investisseurs qui font confiance dans notre pays, qui viennent de loin, qui viennent d'Inde, qui viennent de Chine, des États-Unis, d'Italie, de France et d'ailleurs, et qui ont vu qu'il y avait un projet qui était solide, un projet industriel qui était solide. Donc, je peux dire que la zone économique se porte bien, et ce sont les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 70 entreprises en production, ça veut dire quoi? Qu'il y a 70 entreprises qui travaillent matin, midi et soir? Et il y en a encore 20 autres qui sont en construction. Ah, d'accord. Le centre de Tout formation, il est terminé? Non, pas le centre de formation. D'accord. 70 entreprises en production, 20 entreprises en construction. Pour combien d'emplois de Gabonais dans la zone? Alors, au niveau des chiffres, vous avez approximativement 60% des travailleurs qui sont d'origine gabonaise. Tout à l'heure, je pense quand vous parliez du centre de formation, l'objectif, pourquoi? Parce qu'on parle souvent du centre de formation, on parle des emplois. Un des défis que nous avons, c'est qu'il y ait des formations professionnalisantes. Pour que les Gabonais, quand ils viennent, effectivement, par exemple, travailler à la zone économique spéciale, aient un niveau de formation qui leur permette d'avoir des postes de maîtrise ou des postes d'encadrement, qui ne soient pas simplement des postes d'exécution. Et c'est ça, en fait, l'objectif du centre de formation, d'offrir des formations professionnalisantes à l'horizon septembre, je pense, la rentrée pédagogique, septembre 2020. Voilà. Quels sont aujourd'hui les corps de métier qu'on rencontre dans la zone économique spéciale? Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez comme industrie au niveau Voilà, de la zone comme économique industrie, spéciale? exactement. Vous avez une industrie qui est l'industrie majeure, c'est l'industrie de la transformation du bois. On a tout ce qui est feuilles de plaquage, vous avez le contreplaqué, vous avez aussi la fabrication de meubles. Sur la feuille de plaquage, c'est le gros des industriels qui sont actuellement implantés. Mais ce que vous constatez, en fait, c'est quoi? C'est que quand vous prenez 1 mètre cube de bois, vous l'exportez de façon brute. Donc, avant 2009, par exemple, situation hantée 2009. Vous prenez 1 mètre cube de bois avant 2009, vous recevez peut-être $200 pour ce même mètre cube. Vous le transformez en feuille de plaquage, vous recevez $400. Vous le transformez en contreplaqué, vous recevez $500. Vous le transformez en meuble, vous transformez en $800 par mètre cube. Voyez-vous? Donc, c'est ça, en fait, la logique, la dynamique qui est derrière la zone économique spéciale. C'est-à-dire que chaque étape nous amène à un niveau de transformation de nos ressources où ce qui a de la plus-value est accentué. Exactement. Voilà. Donc,
Monsieur Simard, je ne sais pas si moi cela avait une autre question, mais j'ai envie de comprendre. Quand vous nous parlez de la zone, on voit une zone qui, comme vous l'avez dit en entrée, va très bien. Qu'est-ce qui explique alors ce contraste entre une zone qui va très bien, d'après ce que vous nous présentez, et une zone qui est décriée par les syndicats des employés qui présentent plutôt cet espace comme un espace où rien ne fonctionne de manière normale et où c'est plus de l'exploitation des employés que du travail ou de la valeur ajoutée ou voilà que l'on offre aux populations. Comment on explique ce contraste? Est-ce que vous comprenez? Et je vais renchérir parce que c'est quand même assez étonnant de constater que vous présentez une zone qui se porte à merveille, mais il se trouve que il y a quand même de ces revendications. Women Rights Watch a fait un communiqué dans lequel il estimait qu'il y avait des potentiels cas d'esclavage au niveau de la zone économique spéciale, mais également Esclavage, quand même, c'est pas trop fort. c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui était mentionné dans le rapport, du moins le communiqué de cet organisme international en avril 2019. Et évidemment, il y a eu une déferlante en termes de vidéos qui ont circulé sur les réseaux, mais également des interventions aussi bien des journalistes qui présentaient la zone comme étant un endroit où on ne respectait pas les droits inviolable du travailleur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'autorité administrative arrive à comprendre ce contraste entre une zone qui attire et aujourd'hui la situation socio-professionnelle des employés qui n'est pas de nature à rassurer? Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut pouvoir distinguer plusieurs choses. Le constat que nous dressons est un constat économique. C'est un constat économique pour dire nous avons une zone qui n'existait pas. Vous avez des investisseurs qui ont fait confiance, ils sont venus au Gabon et ils ont créé des emplois. Aujourd'hui, on parle de près de 4500 emplois. La deuxième question maintenant, c'est de savoir au niveau du code du travail, parce que c'est ça en fait la vraie question. Est-ce que nous avons une conformité au niveau du code du travail? C'est ça la situation que les syndicalistes veulent mettre devant, effectivement, et nous y penchons. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, peu mesure exactement le volume, l'ampleur de la zone économique spéciale. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand vous prenez la zone économique spéciale, elle draine énormément d'un point de vue économique, que ce soit même Libreville, la zone industrielle qui est un fournisseur de la zone économique spéciale, ou même au niveau du port d'Ovendo, quand on parle de 500 à 600 containers qui sont exportés tous les mois. Donc la vraie question, c'est de savoir, est-ce que ce succès d'un point de vue économique respecte le code du travail ou est-il en conformité au niveau du code du travail? Et s'il ne l'est pas, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir amener les opérateurs à se conformer au niveau du code du travail? Donc, de votre constat, est-ce que le code du travail est respecté dans la zone économique? Vous avez 70 entreprises qui sont en production. On ne peut pas parler du code du travail dans la zone économique. Chaque opérateur est responsable de l'application du code du travail. Bon, maintenant la question c'est les opérateurs économiques que nous avons audités, parce que j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait allusion à un opérateur qui s'appelle Accurate par rapport au cas potentiel d'esclavage qui avait été avancé par Human Rights Watch. Je vais peut-être commencer par ce côté-là. Nous avons été saisis par Human Rights Watch, le ministère du Travail aussi, sur un cas potentiel d'esclavage au sein de la société Accurate. Donc, ce que nous avons fait, nous avons vérifié avec l'ambassade d'Inde, qui est donc à Kinshasa et qui a délégation sur Libreville. Ils ont délégué une personne pour vérifier effectivement si, au niveau de cette société, parce que c'est une société indienne, si effectivement vous aviez des cas d'esclavage. L'ambassade indienne a conclu que non. L'ambassade indienne n'a conclu que non. Nous-mêmes, au niveau de l'autorité administrative, nous sommes allés sur place, nous avons rencontré les travailleurs, nous avons posé des questions, et en fait, les cas d'esclavage les cas d'esclavage dont il était question, de quoi il s'agissait en fait? C'est parce que vous aviez eu, c'est une histoire triviale même, c'est même un peu bête, mais les travailleurs indiens se sont fait voler des pièces et des documents d'identité dans leur résidence au niveau de la zone économique spéciale. Pour éviter de se faire à nouveau voler ces pièces d'identité ou des effets personnels, ils ont demandé à leur contremaître ou à leur superviseur de garder au bureau ces pièces d'identité. Et apparemment, un employé en indélicatesse avec la société qui
pour des raisons qui lui sont propres, voulait effectivement faire, excusez-moi, un peu du buzz, a effectivement dit que les pièces d'identité conservées par l'employeur étaient contre le gré, étaient confisquées, étaient contre le gré. Mais ce n'est pas du tout ce que les travailleurs nous ont dit, ni à nous, à l'autorité administrative, ni au niveau de l'ambassade indienne, qui a délégué effectivement une mission officielle pour vérifier si c'était le cas. Et nous avons répondu aux Nations Unies que non, nous ne pouvons pas confirmer les affirmations avancées par les Nations Unies qui disaient qu'il y avait un cas d'esclavage. Nous n'avons pas vu de traces de cela. Ce n'était pas du tout ce que nous avons constaté. Alors, oui. Étant donné que les entreprises dans la zone sont indépendantes, parce que c'est chaque investisseur qui ouvre son entreprise, dans ce cas, jusqu'à quel niveau, en fait, s'impose la force de l'autorité administrative dont vous êtes l'administrateur général? Jusqu'à quel niveau vous pouvez intervenir dans le fonctionnement de l'entreprise? Est-ce que vous êtes le garant du respect de ce code du travail? Est-ce que vous veillez à ce que, par exemple, toutes les politiques en rapport avec l'assurance sociale soient respectées dans la zone économique? Est-ce que vous êtes regardant sur le recrutement qui est fait par les entreprises? C'est des questions sur les en fait, questions de autour desquelles, rémunération. voilà, sur des questions de rémunération, c'est des questions autour desquelles on a entendu tout et n'importe quoi. Et pour une fois qu'on vous a là sur le plateau, on a envie de comprendre comment ça fonctionne en fait à la zone. Bon, alors, l'autorité administrative, quelle est sa mission? En fait, nous représentons l'État au niveau de la zone économique spéciale. Ça veut dire que l'application des différentes réglementations nationales, par exemple le Code du travail, nous devons, nous, autorités administratives, y veiller. Bon, justement par rapport aux questions de droit du travail, qu'est-ce que nous avons fait? Depuis le mois d'août 2019, nous avons ouvert un bureau CNAMJS. Vous n'aviez pas de bureau CNAMJS au niveau de l'autorité administrative. Il y avait un projet qui était là, mais donc nous avons réactivé ce projet pour qu'il y ait un bureau CNAMJS. Nous avons créé un bureau qui est responsable de la sensibilisation. Pourquoi? Parce qu'il faut se rendre compte que beaucoup d'opérateurs économiques qui viennent au niveau d'un COC sont de culture étrangère. Ils ont un code du travail d'origine dans leur pays. Et il se trouve qu'ils ont investi dans des infrastructures, ils ont investi dans des projets, ils ont investi dans du matériel, mais ils n'ont toujours pas forcément toute la connaissance et la finesse sur la compréhension du code du travail. Donc ce que nous avons fait, nous avons créé un bureau qui était responsable de la sensibilisation et obligé les gens à s'immatriculer au niveau de la CNSS. On a eu plutôt des retours positifs de la part des investisseurs. Nous avons eu, par exemple, entre le deuxième et le troisième trimestre, une augmentation des immatriculations de 44%. Naturellement, ce sont des chiffres qui ne figurent pas quand on écoute les réseaux sociaux ou quand on écoute certaines personnes décrire la zone économique et sociale. Ils ne disent pas qu'on a des augmentations significatives au niveau des immatriculations, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons eu des immatriculations en augmentation. Nous avons ouvert un bureau CNAMJS pour obliger tous les travailleurs qui sont donc au niveau de la zone économique spéciale, d'être aussi immatriculés au niveau de la CNAMJS. Nous avons fait des formations, des sessions de training entre le ministère du Travail, la Direction générale du travail et la Direction de la santé et de la sécurité au travail et tous les investisseurs. Ils sont venus, on les a invités, on a fait 2 jours de sessions de formation. Ils avaient beaucoup de questions et la Direction générale du travail et de la santé et de la sécurité ont pu répondre à l'ensemble des différentes préoccupations. On a eu aussi des séances de formation avec les sociétés de mise à disposition du personnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de gens indexent du doigt quand il y a des problèmes les investisseurs. Le code du travail n'est pas ainsi réparti. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous avez aussi les sociétés de mise à disposition du personnel qui sont, eux, les employeurs, dans beaucoup de cas, des agents qu'on retrouve dans... De ceux qui sont en COC. Vous avez les sociétés de mise à disposition du personnel. Et on retrouve beaucoup de problèmes au niveau des sociétés de mise à disposition du personnel. Certaines d'entre elles n'ont pas les agréments du ministère du Travail. Ce sont des problèmes que nous avons trouvés et que nous sommes en train de régler justement pour assurer que les travailleurs soient mieux pris en compte. Toujours dans la mission, toujours dans les missions de l'autorité administrative d'un COC, M. Simard. Je suis désolée de revenir là-dessus, mais on se souvient de ces vidéos sur les réseaux sociaux où des supposés, parce que nous aussi on n'a pas la preuve qu'ils travaillaient bien en COC, mais les vidéos avaient été faites en COC, des supposés travailleurs de la zone économique décriaient le fait qu'ils travaillent dans des usines de bois ou de fer ou tout autre
autre usine qui se trouve dans la zone, ils travaillent parfois à main nue, parfois en babouche, parfois avec des vêtements qui ne sont pas du tout adaptés au travail qu'ils font. effectuent. Donc, ils n'ont pas d'équipement de protection. Est-ce qu'à ce niveau, la zone économique, toujours avec le bureau de sensibilisation que vous avez énoncé au préalable, est-ce qu'il y a une procédure que la zone a intentée? Est-ce que d'abord les faits sont avérés? Est-ce qu'il y a une procédure que la zone a intentée pour résoudre ce problème? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'assurer d'avoir une zone économique qui respecte non seulement le code du travail, mais aussi toutes les exigences en matière de sécurité des travailleurs? Il ne peut avoir de compromis sur la santé et la sécurité des travailleurs. Comme vous, j'ai suivi effectivement la vidéo qui a été diffusée dans les réseaux sociaux. Et dès que nous avons été saisis de ce problème au niveau de la société en question, nous avons délégué une équipe pour vérifier les faits. Et effectivement, nous avons constaté un certain nombre de choses. C'est aussi ce qui nous a conduit à travailler avec la Direction générale du travail pour organiser les plus grandes missions d'inspection qui ont jamais été faites au niveau de la zone économique spéciale. L'idée, en fait, est la suivante. C'est que vous avez une zone qui a été créée, qui a eu un boom. Il y a eu un boom. Il y a eu des avancées très significatives de la création d'emplois. L'objectif, en premier lieu, c'était d'attirer les investisseurs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver un juste milieu pour que le code du travail soit appliqué et garder l'attractivité de la zone économique spéciale. Donc, nous avons effectivement fait ces missions d'inspection pour s'assurer effectivement que l'ensemble des sociétés qui sont là sachent quelles sont leurs obligations. Parce qu'effectivement, il y a certains manquements, comme dans toutes les sociétés, hein. Vous avez des sociétés qui sont au Gabon depuis 40 ans, depuis 50 ans. Effectivement, on ne peut pas forcément les comparer immédiatement à la société qui vient d'arriver il n'y a même pas 2 ans et qui est en train de s'installer et qui est en train de découvrir effectivement les subtilités du code du travail et le fonctionnement. Donc, nous avons initié ces missions de contrôle et nous attendons effectivement d'avoir au courant jusqu'au mois de mars les retours avec le ministère du Travail. Mais ce que nous disons à tous les travailleurs qui sont installés au niveau de la zone économique spéciale, dans notre esprit, au niveau de l'autorité administrative, du moins, on ne peut pas compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. Ça, c'est pas possible. Ça serait un préjudice que nous ne saurions cautionner. Alors, moi, je vais revenir. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez constaté qu'il y a un problème au niveau des entreprises qui mettent à disposition des employés. Et il y a un grand problème, c'est aussi un des problèmes qui se révèle ou qui s'est révélé au grand jour. Le fait que les Gabonais qui travaillent dans la zone économique spéciale estiment qu'ils sont sous-payés par rapport aux expatriés qui y exercent. Est-ce qu'il y a eu également quelque chose de prévu ou est-ce que ce qu'ils disent, et vous avez vous-même fait le constat, et quelles sont les mesures appropriées que vous devriez prendre pour faire en sorte qu'il y ait au moins un équilibre, une certaine justice salariale? Bien, merci. Je pense encore une fois, il faut distinguer plusieurs cas. On ne peut pas comparer son salaire si nous ne sommes pas dans la même catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire que si effectivement vous êtes dans une même et seule catégorie professionnelle et que vous avez un étranger, un Gabonais, ils travaillent côte à côte, ils font le même métier et l'un est payé 10, l'autre est payé 1, effectivement ça constitue un préjudice et là c'est effectivement intolérable. Mais si vous n'êtes pas dans la même catégorie socio-professionnelle, on ne peut pas forcément comparer vos salaires. Ça c'est une première des choses. Et la deuxième des choses c'est que, parce que je pense que vous faites allusion à la vidéo. La vidéo faisait état effectivement de salaires qui étaient de l'ordre de 2, 3, 4, 5 fois, je ne sais pas, par même Des Gabonais qui étaient payés à 5 000 francs la journée et les Asiatiques, par exemple, 80 000 francs par jour. C'est totalement faux. C'est totalement faux, nous le disons, c'est totalement faux. Ce sont des affirmations infondées et nous avons fait nos vérifications, c'est totalement faux. Monsieur Igor Simard, quelle est la stratégie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours dans la stratégie de ramener les investisseurs à la zone économique? Affirmatif. Et vous êtes en termes d'expérience, vous êtes à combien déjà? Quand vous dites en termes d'expérience. Que vous espérez faire venir combien d'ici la fin de l'année, disons? Nous espérons... Pour l'objectif, par exemple, 2020. Ok. Voilà. Alors, en 2020, ce que nous souhaiterions pouvoir faire, c'est avoir une vingtaine de sociétés de plus qui s'installeraient au niveau de la zone économique spéciale. Je prends un exemple. Au niveau du Gabon, en termes d'investissement direct étranger, vous avez, si vous prenez l'ensemble des investissements qui ont été faits au niveau du Gabon, je pense qu'ils sont au nombre de 24. 24 ou 23. Il y en a à peu près 4 qui ont été faits à travers le canal de l'ANPI. Et les 19 autres sont faits au niveau de la zone économique spéciale.
Donc aujourd'hui, si nous voulons booster effectivement notre économie, il faut aussi réfléchir de plus en plus en termes de zone économique spéciale. Et il faut aussi amener les investisseurs peut-être dans des secteurs d'activité qui ne sont pas forcément des secteurs qui sont aujourd'hui présents. On a par exemple le bois aujourd'hui, mais demain nous pourrons avoir d'autres secteurs. On parle d'agriculture, de développement effectivement d'agriculture. Au Gabon, vous êtes au courant, vous avez un problème d'agriculture d'autosubsistance, mais aussi d'agriculture pour l'exportation. Ce sont des marchés, ce sont des niches qui sont importantes, où est-ce qu'effectivement on peut avoir des développements et créer beaucoup d'emplois. L'agriculture est un pourvoyeur d'emplois énorme dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou bien dans d'autres régions du monde. Je voulais demander, il y a un showroom où on expose des produits fabriqués en coque. Si on va les acheter, on paye la douane? Affirmatif. Monsieur Simard, avec... Pour l'instant, la zone économique spéciale est un régime extraterritorial, mais ça fait partie effectivement des discussions que nous avons au niveau du ministère de l'économie pour voir qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faciliter l'accès aux Gabonais aux meubles et qu'ils aient en fait les meubles à moindre coût. Parce qu'aujourd'hui, la réglementation est que nous sommes effectivement en zone extraterritoriale. Donc, quand nous mettons sur le marché des meubles, nous sommes obligés de tenir en compte des taxes. Pourquoi? C'est pour éviter la concurrence déloyale. Parce qu'effectivement, quelqu'un peut venir s'installer dans la zone et parce qu'il a des avantages fiscaux et remettre sur le marché national des meubles ou bien peu importe le type de production sans les taxes. Et ça constituerait effectivement une concurrence déloyale. Donc, pour l'instant, c'est le cas de figure. Mais nous sommes en train de travailler pour que d'ici à la mi-2020, nous ayons des textes qui soient revus pour justement que les particuliers et les Gabonais puissent avoir accès à des meubles de bonne qualité, parce que ce sont des meubles de très bonne qualité et qui soient à des prix abordables. Oui, Gina. Monsieur Simard, nous avons beaucoup parlé de ce que l'autorité administrative fait à l'endroit des travailleurs, à l'endroit des Gabonais qui se trouvent dans la zone économique spéciale. J'ai envie de vous demander ce que vous faites pour les investisseurs. Je me doute bien que toute cette période chaude de mauvaise communication et de mauvaises informations, je ne l'ai dit pas communication, de mauvaises informations et d'attaques directes sur les entreprises et les investisseurs qui sont sur la zone ont certainement eu un impact sur eux. Est-ce que vous avez pu discuter avec l'ensemble des investisseurs de la zone? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que vous les avez rassurés ou pour l'instant on ne s'est pas encore occupé d'eux? Non, d'abord, nous, ce que nous croyons, c'est qu'au niveau des entreprises même, il doit y avoir un dialogue. Il doit y avoir un dialogue entre les travailleurs et aussi le patronat. Il doit y avoir un dialogue parce que les problèmes sont nombreux, effectivement. On doit faire tourner une organisation, donc ça nécessite un dialogue. Nous sommes d'abord pour effectivement une approche sur cette base-là. Naturellement, nous sommes au contact tous les jours d'une base quotidienne avec les investisseurs et ils nous remontent leurs problématiques. Faut savoir que au niveau de l'autorité administrative, par exemple, on a 23 administrations qui sont représentées. Ces 23 administrations sont toutes assises sur différents textes de loi, etc. Donc, ce n'est pas toujours évident pour quelqu'un qui vient de s'installer de comprendre, alors qu'il parle anglais, de comprendre toutes les subtilités qui sont au niveau, par exemple, des impôts, au niveau des douanes, au niveau de la Gaza, au niveau de la CNSS, au niveau de l'ONE, etc., etc. Donc, nous sommes au contact régulier. D'autre part, nous sommes aussi au contact régulier avec les travailleurs. Nous avons des délégations de travailleurs qui viennent nous rendre compte à plusieurs titres des problèmes qu'ils rencontrent, des difficultés. Ils nous demandent parfois aussi d'avoir un arbitrage et nous arbitrons toujours en fonction des textes et en collaboration avec la direction départementale du commun mandat du travail. Et en ce qui concerne, c'est ma dernière question, en ce qui concerne les syndicats, je me souviens que sur ce plateau, on avait M. Fridolin Vémessa qui avait dit à l'antenne, je vais interpréter parce que j'ai plus les mots exacts, qui s'inquiétait de la situation des travailleurs sur la zone économique spéciale. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être dû au fait de l'éloignement de la zone et peut-être du fait que tous les syndicats n'ont jamais vraiment été invités à voir comment leurs adhérents et autres travaillaient sur la zone? Est-ce que vous avez pensé à organiser une sorte de session avec les syndicats qui représentent les employés de la zone afin de leur montrer les conditions de travail, mais aussi de leur montrer l'effectivité de ce que vous avez dit aujourd'hui? Alors, madame, quand M. Mvesa s'est exprimé à l'occasion des vœux, où il exprimait ses préoccupations par rapport à la zone économique spéciale, j'ai invité M. Mvesa à la zone économique spéciale. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous avez affirmé certaines choses, j'ai entendu ce que vous avez dit, je vous invite à venir à la zone économique, me rencontrer, et je vais vous montrer effectivement quel est notre plan de travail pour effectivement vous montrer que nous prenons sérieusement à cœur ces problématiques-là. Il m'a dit qu'il devait venir, mais il n'est jamais venu.
Voilà ce qui s'est passé. Donc, pour le reste, nous sommes ouverts à tout le monde. Nous organisons d'ailleurs des visites scolaires, nous organisons des visites professionnelles, nous organisons des visites pour des Gabonais lambda qui veulent effectivement s'enquérir de ce que fait la zone, quelles sont les potentialités, est-ce qu'il y a des offres d'emploi ou pas. Donc, nous sommes vraiment ouverts à tout le monde, hein. Même les syndicats avec qui nous sommes en partenariat, nous sommes ouverts à eux. Ce que je voudrais quand même attirer comme votre attention, Gina, c'est le fait des fake news. J'en parle sérieusement. Pourquoi ? Parce qu'on prête beaucoup d'images qui tournent à la zone. Certaines sont vraies, certaines sont hors contexte, certaines sont fausses. Et malheureusement, nous avons été amenés à quelquefois porter plainte parce que vous aviez je le dis très franchement, des campagnes de dénigrement ciblées faites contre la zone économique spéciale avec des images totalement fausses qui revenaient d'autres pays d'Afrique ou qui discréditaient clairement la zone économique spéciale. Donc, dans des cas de figure comme cela, malheureusement, nous avons été amenés à saisir effectivement la justice. Mais de façon générale, nous sommes absolument ouverts à tout le monde. Et au contraire, c'est un succès et nous devons nous en réjouir. Nous devons nous en réjouir. C'est pour ça, effectivement, que nous invitons notamment les écoles primaires, secondaires à visiter et les catégories professionnelles aussi. Merci. On rappelle que ce matin, on recevait donc l'administrateur général de la zone économique spéciale, M. Igor Simard, qui est avec nous ce matin. On vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci Didier, merci Didier, merci Sef. Merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici René Ruth qui est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.